Mon nom est Émilie Monera et je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du cas de la RDC dans le processus RED. Et la présentation de Joanne ce matin était très claire, très édifiante et ça va nous permettre de faciliter les études de cas qui vont suivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Le plan de la présentation, on va commencer par un contexte du bassin du Congo, et plus particulièrement de la RDC. On va regarder les moteurs de la déforestation et de la dégradation. On a vu que c'était important de les déterminer dans le cadre du processus RED. On va parler de la stratégie globale du processus RED en RDC et quelques perspectives. Donc, la République démocratique du Congo est un pays en Afrique centrale donc dans un climat équatorial, avec une population d'environ 64 millions d'habitants, une capitale d'environ 10 millions d'habitants, c'est Kinshasa. La population est inégalement répartie sur le territoire, avec 32% de citadins. Langue officielle, le français, c'est une ancienne colonie belge, mais 4 langues vernaculaires sont officielles aussi dans le pays, soit le Lingala, le Kikongo, le Chiluba et le Swahili. Majoritairement catholique. Oups. Et quelques repères sociaux. Un indice de développement humain de 0,385 calculé en 2003. Espérance de vie, 44 ans. Analphabétisme très sévère chez les femmes, 46%. Un PIB de 3,6, 6,9 en 2005. Toujours dans le contexte. Donc le pays, la République démocratique du Congo, s'étend sur 243 millions d'hectares, dont 155 sont couverts par les forêts, ce qui représente 67% du territoire national, soit 10% des forêts tropicales mondiales, 50% des réserves africaines en forêt tropicale, et ça recouvre 60% du bassin hydrographique, le bassin forestier du Congo. On peut voir sur la carte, je ne sais pas si ça affiche à l'écran. Oui, ok. Donc ici, la forêt dense humide, se situe surtout au nord. Dans le sud, ici, on a une forêt claire et on a une zone de savane qui traverse le pays comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça représente en termes de séquestration du carbone? Alors, ces 145 millions d'hectares de forêt représentent 140 gigatonnes de séquestration, soit environ 3 années d'émissions mondiales, 3 années d'émissions annuelles totales de la planète. En moyenne, les émissions annuelles de la RDC liées à la déforestation et à la dégradation avoisinent les 300 mégatonnes, soit un taux de déforestation de seulement 0,3%. Donc le capital forestier est tellement grand qu'avec seulement 0,3% de déboisement annuel, on atteint des taux d'émissions gigantesques. Avec un PIB d'environ 10 milliards de dollars et un budget annuel de 6 milliards, le processus RED a certainement une contribution économique à amener à la RDC. Mais pour cela, il y a des contraintes et difficultés à adresser. On va passer à la deuxième partie de la présentation on va observer les moteurs de la déforestation et de la dégradation en RDC. Donc, la déforestation est concentrée au niveau des hotspots qui sont en fait surtout les grands bassins urbains comme la ville de Kinshasa, autour desquels se dessine une ceinture d'approvisionnement en bois énergie qui concentre vraiment la déforestation nationale. Entre 2000 et 2010, on a observé un taux annuel de 0,23% par an, ce qui correspond à la taille des Pays-Bas annuellement de déforester dans le pays. Alors, on observe les deux photos. C'est le bassin d'approvisionnement de la ville de Kinshasa, la photo du haut, et celle du bas ici, c'est une vue aérienne de l'est du pays.
D'où on voit donc effectivement les collines, tout a été pelé, il ne reste plus de forêt. La RDC est parmi les 10 pays perdant le plus de superficie forestière chaque année, avec une forte augmentation probable due à l'augmentation démographique, au développement du pays, qui connaît maintenant une paix depuis plusieurs années et qui est amené à se développer. Un bref récapitulatif. Comme l'avait souligné Joanne, il y a des causes directes et des causes indirectes. Les premières causes, et loin devant, le premier facteur de déforestation et dégradation, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis. Et ça, c'est une spécificité du bassin du Congo, parmi les 3 bassins de notre planète qui sont engagés dans le processus REDD. En Amazonie, on observe des facteurs différents. Donc, pour le Congo, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis. En deuxième lieu, on a la carbonisation, la collecte de bois de chauffe et feux de brousse. En fait, c'est que c'est la source d'énergie. Le bois est la source d'énergie. Donc, soit on le transforme en charbon, soit on le prend directement pour chauffer la nourriture, etc., qu'on appelle le bois de feu. En troisième lieu, on a l'exploitation artisanale du bois, qui est non réglementée. Et en quatrième lieu, on a l'exploitation industrielle du bois. Donc, c'est vraiment pas le premier facteur de dégradation des forêts au bassin du Congo. Le secteur formel, l'exploitation des industriels, exploite environ 300 000 mètres cubes de bois par an, ce qui est très peu, comparativement à ce qui est dû à l'agriculture sur brûlis. Et l'expansion des infrastructures et agriculture pérenne qui viennent en dernier lieu. Finalement, oui. Donc, on voit là sur la photo les sacs de charbon, la carbonisation qu'on appelle le makala dans le bassin du Congo, qui servent aux ménages pour nourrir les familles, chauffer la nourriture, etc. Comme premier facteur. Donc, ça, c'est une scène qu'on voit très couramment. Le PNUD a émis donc quelques hypothèses quant à ce facteur premier de déboisement en RDC. On peut prendre quelques secondes pour le lire. Donc, selon le PNUE, cette agriculture de subsistance caractérisée par la pratique du brûlis serait l'une des principales causes de la déforestation en RDC. Elle est en effet pratiquée avant tout en zone forestière ou sur les franges, puisqu'elle dépend de la forêt pour reconstituer la fertilisation des sols. Dans un contexte de faible productivité, la pression démographique entraîne une augmentation des surfaces cultivées et une réduction du temps de la jachère, limitant les capacités de régénération naturelle de la forêt, qui tend alors à disparaître. Ce processus entraîne une dégradation de la fertilité des sols jusqu'à les rendre improductifs, et donc on continue avec une jachère plus courte, une augmentation de la population et disparition du couvert forestier. Alors, en bas ici, on peut observer ce qu'on voit après un brûlis dans la forêt. Ensuite, les paysans viennent et commencent à ouvrir le champ. Et ici, on voit le processus de carbonisation qui est assez artisanal dans les forêts. Comment la RDC adresse ces problèmes de déforestation pour entrer dans le processus REDD? On peut dire déjà que devant l'urgence du changement climatique et l'enjeu important lié aux forêts de la RDC, le pays s'est engagé dans une démarche tournée vers l'action. C'est un engagement que l'on retrouve à tous les niveaux de l'État en RDC, au niveau de la présidence, au niveau des ministères de l'Environnement et des autres ministères concernés. La préparation au REDD est conduite par les structures nationales établies par un décret du 26 novembre 2009, à savoir un comité national, un comité interministériel qui rassemble 17 ministères, si je ne me trompe pas, et une coordination nationale. Ce décret prévoit la création de ces 3 structures équivalentes dans chacune des 11 provinces de la RDC. L'analyse préliminaire des causes de la déforestation aboutit au constat que certaines causes de déforestation sont aussi des facteurs ralentissant le développement du pays, des causes politiques et institutionnelles par exemple, alors que d'autres sont collatérales d'un développement économique, comme construction d'infrastructures et autres. Au-delà de la vision globale, la mise en œuvre technique et politique de la stratégie est un défi majeur pour un pays comme la RDC qui sort de 10 années de conflits et où donc toutes les structures de l'État et les populations ont été affectées. On va décortiquer cette diapositive ensemble qui traduit l'organisation et la composition du bateau REDD en RDC.
Alors, ce processus est fait de 4 composantes. La composante 1, où l'on retrouve la coordination nationale, donc un directeur national et un conseiller technique du PNUD sont un binôme qui dirige un peu l'équipe. Ensuite, on a la composante 2 qui s'occupe de la construction de la stratégie nationale et la préparation technique institutionnelle et réglementaire. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, c'est un prérequis dans le processus RED. Il faut établir les scénarios de référence, il faut faire l'état des lieux, déterminer les facteurs de déforestation. Donc, cette composante 2 s'en occupe. La composante 3 s'occupe de la mise en œuvre des programmes d'expérimentation. Et donc ici, on est dans la dynamique de préparation, comme on l'a vu tout à l'heure dans le schéma. Et finalement, la composante 4 s'occupe de l'élaboration et de la mise en œuvre du déploiement anticipé de la stratégie RED, qu'on va voir tout de suite. On retrouve ici les phases qui ont été identifiées et validées à Cancun. Donc les phases que l'on a vues aussi tout à l'heure avec Joanne: initialisation, préparation, investissement et implémentation. Cela dit, la RDC, chaque pays organise son chronogramme dans ces phases-là, et la RDC s'est engagée dans un processus d'anticipation. Donc, de 2009 à 2010, on a initié le processus en ramassant beaucoup de données sur le pays qui n'existaient pas, qu'il fallait aller chercher pour avoir une idée d'ensemble. Là, maintenant, on est dans la phase de préparation jusqu'en décembre 2012, date à laquelle la RDC devra déposer sa stratégie nationale sur la scène internationale. Donc, on est en ce moment dans la stratégie, dans la construction de la stratégie, et grâce à un très bon travail qui a été fait dans l'initialisation, on a identifié des secteurs à adresser en priorité. Alors, des programmes anticipés ont été développés, et des recherches de financement au travers des 3 principaux bailleurs qu'on a vus tout à l'heure, UNRED, le Forest Carbon Partnership Facility et le Fonds d'investissement forestier, programme d'investissement forestier. Des investissements ont été sécurisés pour financer des programmes d'expérimentation avant le dépôt de la stratégie en 2012, ce qui permettra de tester sur le terrain les synergies, les hypothèses, la façon dont le processus se met en place, de façon à consolider et à déposer une stratégie qui se base sur des actions et des résultats réels. Pour assurer que la stratégie d'ici à 2012 soit faite dans un processus participatif, la RDC a créé un processus innovant qui sont les groupes de coordination thématique, les GCT ici qui sont dans le titre. Ces groupes de coordination thématique, un bref historique, ont été créés à la suite d'un atelier tenu en novembre 2010 où toutes les parties prenantes étaient réunies pour discuter de la préparation de la stratégie. Et à cet atelier, à l'issue de cet atelier, 40 thématiques ont été identifiées comme étant clés pour que la stratégie soit montée de façon cohérente et pour la RDC selon les critères du processus RED. Et donc à la suite de consultations, ils ont harmonisé ces 40 thématiques en 30 thématiques que l'on retrouve ici dans ce tableau. Chaque groupe thématique est formé de entre 15 et 20 personnes, réunissant les parties prenantes concernés par les thématiques. Donc, on retrouve des représentants de tous les ministères qui sont alors dans les thématiques soit minières, soit agriculture, etc. Ils sont interministériels aussi. Chaque GCT a un bureau de 3 postes, donc président, vice-président et modérateur. Et la présidence doit être tenue par un ressortissant, un fonctionnaire du ministère de l'Environnement. Parce que c'est le ministère de l'Environnement qui a le lead pour le processus RED. La société civile, les ONG, les peuples autochtones sont présents. Il y a dans tous les GCT, particulièrement dans les GCT 29 et 30 où on parle qui concernent directement les questions autochtones. Et donc, on va continuer.
Le GCT, c'est une expérience unique pour encourager la participation de tous au processus d'élaboration stratégique, garantir la transparence, l'inclusivité et l'équité des débats, asseoir les arbitrages stratégiques sur les arguments robustes et légitimes, et mobiliser une masse critique de futurs leaders de la RAID. C'est également un moyen de renforcer les capacités en responsabilisant les acteurs. Le groupe de coordination thématique en chiffres, donc il y a les 30 groupes que l'on a vus tout à l'heure, qui représentent 380 personnes de tous les secteurs. Et depuis novembre 2010, on a déjà totalisé environ 300 réunions de travail, tout GCT confondu. Donc ils ont pour mission d'approfondir la réflexion sur la construction de la stratégie par rapport à chacune des thématiques pour émettre des recommandations basées sur un processus participatif de débat, etc., d'ici décembre 2012, afin que la stratégie nationale qui sera déposée par la RDC ait été validée par la population et les parties prenantes. Implication des peuples autochtones, ils sont impliqués depuis le tout début dans le processus RAID. Ils ont été à tous les déplacements que la coordination nationale a fait, que ce soit à Copenhague, à Cancun, ils vont aller à Durban. Ils sont dans les GCT. Il y a un groupe de travail sur le climat qui est créé aussi, où ils sont là. Donc les peuples autochtones en République démocratique du Congo sont dépositaires, à défaut d'être propriétaires, des forêts et sont estimés à 600 000 habitants sur une population de 60 000. Il y a eu un déploiement de l'équipe du RAID en 2011 pour aller rencontrer les peuples autochtones sur leur territoire et aller chercher leurs paroles. Donc, j'ai extrait ici un compte-rendu qui a été ramené, où il est dit, particulièrement au programme FIP, donc c'est le programme d'investissement forestier dont on a parlé, il y a lieu de se mobiliser pour conduire une action concertée et convergente en faveur de la promotion de leurs droits, donc des droits des Autochtones, en considérant notamment leur droit d'accès au foncier, aux ressources naturelles. Souvent, les peuples autochtones possèdent des terres qui ne sont couvertes d'aucun acte juridique. Parmi les exigences, 4 sont ressorties, donc la garantie des droits fonciers, l'éducation, une part équitable des bénéfices et une participation à toutes les étapes du processus, ce qui est tout à fait légitime. Donc si on refait un peu un tour des spécificités de la RDC dans lequel s'inscrit le RAID, on a des facteurs clés de succès, donc la crédibilité de l'engagement politique au niveau des ambitions, des moyens de contrôle du territoire et d'application de la loi. Donc tout ça doit être considéré comme crédible par la communauté internationale. Crédibilité de la stratégie et de sa mise en œuvre. Est-ce qu'on est trop ambitieux? Est-ce que c'est vraiment faisable, cette stratégie, etc. Avantage concurrentiel. Par contre, la RDC a beaucoup d'attention du fait de son capital forestier, un processus national intègre et un partenariat avec la société civile entamé en 2009 qui s'est renforcé et qui est reconnu comme étant constructif et très vivant depuis 2009. Gestion des faiblesses et des menaces, donc il y en a plusieurs. Pour les mitiger, il faut mobiliser les bailleurs internationaux en sécurisant les facteurs clés de succès ici. Responsabilité des acteurs à même de contrôler le territoire, instaurer des institutions et un système de gouvernance crédible, engager un grand programme de renforcement des capacités à l'échelle nationale pour que chacun soit à même d'apporter un regard, une contribution éclairée au processus. Ce qui a déjà été entrepris, l'année dernière, il y a eu une université du RAID destinée à toutes les parties prenantes. Et cette année encore, en août 2011, il y a eu une autre université qui a rassemblé 300 personnes. Voilà. Donc on arrive aux perspectives. Je pense que j'arrive à la fin de mon temps aussi. On a réalisé, donc dans les perspectives importantes, c'est la mise en place d'un système d'affectation des ressources financières transparent et efficace, c'est-à-dire qu'il soit imputable à toutes les étapes et qui garantisse un retour équitable à tous ceux qui doivent en bénéficier. Donc des ateliers ont été réalisés à ce sujet déjà cette année, plusieurs, et plusieurs vont encore venir. On n'y est pas, on a jusqu'à décembre 2012, on travaille intensément là-dessus. Consolidation des consultations et formalisation d'un système de partage des revenus de la RAID+,
d'ici septembre 2012 devrait être assez finalisé. Consolidation des données et consultation vers la définition des besoins et des mécanismes financiers au niveau des allocations des ressources. Défis et enjeux à venir. Et c'est bon, on peut être fier de dire que la RDC se positionne aujourd'hui comme leader parmi les pays pionniers dans le RED. À l'heure actuelle, dans le processus RED, la RDC est le pays le plus avancé. Personne n'est encore passé à travers tout ce processus. Il y a beaucoup de choses à valider, beaucoup de points de balises à poser, mais la RDC est celle qui s'est le plus avancée là-dedans. De nombreux travaux réalisés, un plan de marche cohérent et clair. Le processus de construction de la stratégie RED+, se doit d'être ambitieux pour répondre à l'objectif cible, qui est la crédibilité internationale et l'effectivité de la mise en œuvre, de telle sorte que les fonds effectivement arrivent au pays et puissent cheminer vers les communautés pour qu'elles soient dûment récompensées de ne pas dégrader la forêt, via des solutions alternatives. Le maintien d'un calendrier aussi ambitieux est conditionné par la maîtrise des différents facteurs de risque et conditions de succès. Mobilisation financière, engagement politique et mobilisation des énergies. Et deux perspectives ici. Le réseau africain des forêts modèles qui s'est engagé en RDC cette année en 2011 a organisé un atelier avec les acteurs du RED et les communautés locales pour voir quelles sont les stratégies, les points d'ancrage, comment on peut travailler ensemble. Ça sera dit plus tard, il y a des présentations là-dessus cet après-midi. Et aussi, juste avant qu'on parte, on a reçu des invitations pour un forum de haut niveau sur les changements climatiques en RDC qui va se passer là cette semaine. Et donc, c'était pour simplement dire que ce processus est très dynamique en RDC, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ateliers de renforcement des capacités, de consultations qui se font, qui font que le processus est vivant et avance assez rapidement. Voilà.